INA Podcast. Bonjour, c'est Théophile Cossa d'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Il appartient à la victime de prouver, d'une part, qu'elle a été violée, d'autre part, qu'elle n'était pas consentante. C'est scandaleux parce qu'on exige de la victime qu'elle apporte, mais vraiment, la preuve qu'à aucun moment, elle n'a voulu cela. C'était en juin 1976. La femme que vous venez d'entendre s'appelle Martine Leperron. Elle était avocate et militait déjà à l'époque pour un changement de définition juridique du viol. Presque 50 ans plus tard, le sujet est toujours d'actualité et le débat évidemment relancé dans le contexte du procès des viols de Mazan qui se tient en ce moment. Faire évoluer la définition du viol dans la loi et inscrire la notion de consentement, c'est une demande portée depuis plusieurs années par de nombreuses associations féministes. Emmanuel Macron s'y est dit favorable, tout comme le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud. Soit, mais de quoi parle-t-on ? Pourquoi inscrire la notion de consentement dans la loi lorsque l'on parle de viol ? Quels sont les enjeux d'une redéfinition juridique du crime sexuel ? On décrypte ensemble les origines et les clés du sujet avec notre invité. Bonjour, Carole Ardon-Le Goff. Bonjour Théophile. Vous êtes maîtresse de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas, directrice des études de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. En deux mots, il se destine à qui cet institut ? Alors l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris accueille des gens qui sont des spécialistes ou qui veulent devenir des spécialistes du droit pénal et de la criminologie. Alors on a à la fois des enseignants qui sont des experts de ces matières et puis on a aussi des étudiants qui viennent pour devenir des experts en sciences criminelles et en sciences criminologiques. Très bien. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Temps de l'Actu. Je dis nous, car on enregistre aujourd'hui dans des conditions un peu exceptionnelles, il faut le dire, en public au Paris Podcast Festival. Je remercie le festival pour son invitation. Je remercie aussi le public d'être là. On a hâte d'avoir vos éclairages, Carole Ardon-Le Goff. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive. Et puis on vous retrouve, Carole Ardon-Le Goff, juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, Carole Ardon-Le Goff, j'aimerais qu'on regarde dans le rétro et qu'on revienne sur l'évolution du viol dans la loi française. Alors je ne vais pas remonter jusqu'au Moyen-Âge, ni au 19e siècle, mais aux années 70. Il n'y a pas si longtemps, oui, car aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est seulement à cette époque qu'on commence à parler du viol dans les médias, grâce à la libération de la parole de certaines victimes, très courageuses, comme cette jeune femme. Écoutez, on est en 1975. La plupart des femmes qui ont subi un viol se taisent et se cachent. Vous acceptez de parler aujourd'hui à visage découvert. Pourquoi ? Je voudrais qu'on me reconnaisse, qu'on me regarde tel que je suis, et je voudrais que l'on arrive à me dire que je ne suis pas responsable, pas coupable du malheur qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Pourquoi l'avez-vous intenté ? Ça m'a paru tout naturel. J'ai été traitée comme un animal. Peut-être comme on ne traite pas même les animaux. Chez les hommes interrogés, par contre, c'est pas le même son de cloche. Écoutez ce micro-trottoir diffusé sur Antenne 2. Les réponses à l'époque sont complètement lunaires. Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme ? Oui, d'une certaine façon. Et qui sont les femmes qui se font violer ? Celles qui sont imprudentes, les aguicheuses. Ce sont des femmes qui en ont envie, de toute façon. Quand une femme dit qu'elle s'est fait violer, est-ce que vous la croyez ? Pas toujours. Il y a toujours quelqu'un qui est consentant. Pour autant, le sujet devient petit à petit débat de société. En 1976, il occupe les plateaux de télévision. Écoutez cette interview de Françoise Giroud. À l'époque, elle est secrétaire d'État à la condition féminine. Je vous laisse découvrir les questions du journaliste. Bon alors le viol, crime barbare, nous commençons de nous interroger, je dois dire qu'on n'a pas été les premiers d'ailleurs, la presse gauchiste nous a précédés. Alors nous nous interrogeons, vous vous interrogez peut-être. Moi je ne m'interroge pas beaucoup parce mais que le viol ça me paraît très clair. Je crois que tout ça a commencé à émerger dans la conscience masculine. Et ce qui a émergé, c'est l'idée très importante que les femmes sont des êtres humains.
et qu'une femme, c'est pas un trou par où lequel le sexe d'un homme entre et par où les enfants sortent. Et que ces femmes revendiquent le droit d'être autre chose, et par exemple de choisir l'homme avec lequel elles ont des rapports sexuels. Immense nouveauté. Françoise Giraud, impériale. En tout cas, ces années-là, il faut bien reconnaître que les choses avancent, et le viol, qui était jusqu'alors considéré par la justice comme un simple délit, va bientôt être reconnu comme crime, notamment grâce à un procès historique qui s'ouvre le 2 mai 1978. Il y a 4 ans, au moment des faits, le viol était considéré comme une affaire de justice banale, presque un délit mineur. Mais voilà, les mouvements féministes, maître Gisèle Halimi en tête, se sont saisis de cette affaire et ont obtenu que les délinquants soient renvoyés aux assises où la peine encourue peut être bien sûr très supérieure. Cette affaire, c'est celle d'un couple de jeunes femmes belges, Anne Tonglet et Araceli Castellano, violées en 1974 par 3 hommes près de Marseille. Grâce à la détermination des 2 victimes ainsi que celle de leurs avocates, Gisèle Halimi en tête, les 3 agresseurs, d'abord jugés en correctionnel, comme le veut l'usage à l'époque, sont renvoyés devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Ce procès devient vite le procès du viol. Les journalistes couvrent massivement l'événement, le climat hors de la salle d'audience est électrique. Des hommes vont même jusqu'à gifler Gisèle Halimi et cracher au visage des 2 victimes. Mais je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez. On entend Gisèle Halimi qui ne se laisse pas faire. Verdict, entre 4 et 6 ans de prison ferme pour les 3 accusés. Mais surtout, c'est notamment grâce à ce procès que le viol est enfin reconnu comme crime et clairement défini dans le code pénal. En avril 1980, les députés se penchent sur un projet de loi à ce sujet. Il était urgent de modifier une loi vieille d'un siècle dont certains articles datent du Second Empire. Premier avantage de cette nouvelle loi, une meilleure définition du viol. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis ou tenté sur la personne d'autrui, donc pas seulement sur les femmes, par violence, contrainte ou surprise, constitue désormais un viol. La loi entre en vigueur le 23 décembre 1980. Le viol est alors puni de 10 ans de réclusion criminelle. Et depuis, quelles évolutions du viol dans la loi française ? En 1992, la répression du viol est aggravée. Ce n'est plus 10, mais 15 ans de réclusion. La menace devient également un élément constitutif du viol, au même titre que la violence, la contrainte et la surprise. En 2006, cette fois, c'est le viol conjugal qui est précisé par la loi. Le viol peut être constitué quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Il en est de même pour le concubinage ou le PACS. En 2018, le délai de prescription pour les viols sur mineurs passe de 20 à 30 ans. Pour autant, malgré une vague de libération de la parole sans précédent depuis 2017 avec le mouvement MeToo, constater, prouver et punir le viol semble toujours aussi difficile pour la justice française. Selon une note de l'Institut des politiques publiques publiée en avril dernier, entre 2012 et 2021, 94% des affaires de viol qui ont été présentées à la justice ont été classées sans suite. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la majorité des cas, les infractions étaient, je cite, insuffisamment caractérisées, de quoi relancer le débat sur la redéfinition juridique du viol et l'inscription de la notion de consentement dans la loi. Alors faut-il inscrire le consentement dans la loi ? Qu'est-ce que cela voudrait dire d'un point de vue juridique ? Est-ce que ça permettrait vraiment de mieux juger les crimes sexuels en France ? On en parle avec vous, Carole Ardouin-Le Goff. Peut-être en préambule, qu'est-ce qui vous inspire ce récit ? Alors vous avez vraiment choisi des phrases choc et vous avez eu raison de le faire. Beaucoup de témoignages ici livrés sont assez effarants et du chemin a été parcouru. Heureusement. Maintenant, il reste encore du chemin à faire. Alors moi, ce que ça m'inspire, d'abord, ça m'inspire qu'on part de très loin parce que le crime de viol, il fut un temps où c'était un crime de l'intimité honteux. C'est-à-dire que la victime, ça n'était pas la personne qui était violée, mais c'était sa famille. Sa famille parce que la réputation de cette famille était entachée par une souillure, parce qu'un de ses membres avait été violé. Aujourd'hui,
heureusement, et ça s'est décanté effectivement avec les années 1970, on reconnaît vraiment que le viol, c'est une atteinte à la personne, c'est une atteinte à l'intégrité à la fois physique et psychique de la victime en tant que personne. Et ça, c'est déjà un premier progrès. Ça paraît incroyable de le dire, mais c'est important de dire que déjà, on est passé d'un crime de la honte à une atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Et puis, ce que ça m'inspire encore, c'est effectivement cette certitude du consentement à une époque, que l'on entend encore dans certains des témoignages ici rapportés, et qui laissait croire cette idée selon laquelle, idée assez horrible, un viol, c'est pas commis tout seul, c'est commis à deux. Alors, heureusement, aujourd'hui, cette certitude du consentement, on en est largement revenu. C'était une idée absolument honteuse, et rien que d'y penser, ça fait encore froid dans le dos. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, on aspire à poser cette question du consentement et à acter de cela dans une loi. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire inscrire la notion de consentement dans la loi ? Alors, la définition du viol, actuellement, à l'article 222-23 du Code pénal, elle dispose cette définition qu'est un viol, un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital qui a été commis par contrainte, menace, violence ou surprise. Ces 4 données, elles sont importantes, on les appelle en droit des adminicules. Donc ça veut dire que pour prouver l'existence d'un viol, il faut rapporter la preuve qu'il y a une contrainte ou une menace ou une violence ou une surprise. On ne parle pas du consentement dans la définition du viol. La définition du viol, elle est hyper objective. Il faut rapporter l'un de ces 4 adminicules pour qu'il y ait un viol. Alors, le problème, c'est que ces 4 adminicules ne couvrent pas toutes les circonstances de réalisation d'un viol. Par exemple, il y a des personnes dont on a l'impression qu'elles se laissent faire des victimes. Or, céder, subir, ça n'est pas consentir. Il y a des personnes qui, parce que saisies par une peur extrême, sont dans un état de prostration, de sidération. Et en pareil cas, il est bien évident que l'agresseur sexuel n'use absolument pas de coercition sur sa victime. Il n'y a ni contrainte, ni menace, ni violence, ni surprise. Et pour autant, il y a viol. Pourquoi y a-t-il viol ? Parce qu'il n'y a pas consentement. Donc l'intérêt d'ajouter le consentement, c'est de cumuler cette notion de consentement en plus de la contrainte, de la menace, de la violence ou de la surprise, pour pouvoir couvrir davantage de champs d'incrimination du viol. Je reviens sur ce chiffre que j'ai cité, un peu dingue. Entre 2012 et 2021, 94% des affaires de viol qui ont été présentées à la justice ont été classées sans suite, dans la majorité des cas parce que les infractions étaient, je cite, insuffisamment caractérisées. 59% des affaires de viol reçues par le parquet. Qu'est-ce que ça veut dire, insuffisamment caractérisé ? Alors, en droit français, en procédure pénale française, lorsque une infraction est commise, qui a la charge de prouver la réalisation de l'infraction, c'est le parquet, le ministère public. Une infraction, elle est composée de plusieurs éléments qu'on appelle des éléments constitutifs. Il y a tout d'abord un élément intentionnel. Dans le viol, qui est un crime, bien sûr, il faut que l'agresseur ait l'intention de violer la personne victime. Et puis, il y a un élément matériel. Dans le viol, la matérialité, c'est-à-dire le comportement qui est réprouvé et qui est pénalement sanctionné, c'est un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital. Donc, il faudra que le ministère public rapporte qu'il y a bien eu acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital. Lorsqu'il ne parvient pas, ce ministère public, à rapporter la preuve soit de l'élément intentionnel, soit de l'élément matériel, eh bien, dans ce cas, l'infraction n'est pas caractérisée. Un de ces éléments fait défaut. L'infraction, donc, n'est pas entièrement réalisée, entièrement consommée, et partant, la personne qui est poursuivie sera soit acquittée, soit relaxée, soit il y aura un non-lieu. D'accord. Et alors, en quoi inscrire la notion, justement, de consentement dans la loi permettrait de faire mieux ?
Alors, inscrire la notion de consentement dans la loi permettrait de faire mieux parce que, d'abord, si un viol est commis et qu'il y a une contrainte, une menace, une violence ou une surprise, c'est le système actuel, le ministère public pourra rapporter la preuve d'une de ces 4 circonstances. Maintenant, s'il n'y a pas de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Par exemple, parce que la victime était dans un état d'ivresse profonde et qu'elle n'a pas réagi et que partant l'agresseur n'a pas eu besoin d'exercer de la coercition pour parvenir à ses fins. Eh bien, dans ce cas-là, le procureur de la République pourra se poser la question de savoir si l'agresseur s'est enquis du consentement de sa partenaire. Or, quelqu'un qui est en état d'ivresse profonde, par hypothèse, ne peut pas donner un consentement libre et éclairé. Partant, il y aura viol. Et évidemment, ça fait écho au procès actuel, une application concrète, l'affaire des viols de Mazan, que je citais en introduction. Du coup, on comprend que l'inscription du consentement dans la loi aurait évidemment changé quelque chose au procès qu'on est en train de vivre à travers les médias, celui des viols dits de Mazan. Alors, absolument. Maintenant, si on inscrivait demain le consentement dans la loi, pour autant, cela ne pourrait pas servir à une procédure qui est en cours. La loi pénale ne pouvant pas rétroagir, c'est-à-dire saisir des faits antérieurs. Toutefois, effectivement, si on imaginait que le procès des viols de Mazan intervenait après que les faits se soient commis après une telle loi nouvelle, eh bien, on pourrait effectivement voir que tout un pan de la défense qui est actuellement mis en avant tomberait complètement, parce que si l'on observe ces 50 accusés, et je mets à part l'époux de la victime, les 50 accusés avancent le fait qu'ils n'avaient pas intention de violer, qu'ils pensaient que Madame Pellicot était consentante, que c'était un jeu. Alors évidemment, on peut se poser actuellement la question parce qu'il faut rapporter la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Mais si la loi disait qu'un viol est un rapport sexuel non consenti, il serait clair et évident que ces 50 hommes n'ont pas pu s'enquérir du consentement de Madame Pellicot, qui n'était pas dans un état qui lui permettait de consentir. Donc évidemment, ça faciliterait énormément les choses et cela ferait tomber la défense, bien sûr, les arguments de la défense. Prouver l'absence de consentement, la problématique dans les affaires de viol n'est pas nouvelle. J'aimerais qu'on écoute une archive de 1976. On a déjà entendu un bout en introduction de cet épisode. L'avocate Martine Le Perron, écoutez. Il appartient à la victime de prouver, d'une part, qu'elle a été violée, d'autre part, qu'elle n'était pas consentante. Qu'elle apporte, mais vraiment, la preuve qu'à aucun moment, elle n'a voulu cela. Or, nous avons eu des cas dans lesquels la femme nous disait « Bien sûr, je ne suis pas consentante, mais je préfère encore avoir été violée plutôt que d'être morte. » Cela a été inscrit dans le procès-verbal d'instruction et on en a tiré une circonstance atténuante pour disqualifier cela en violence. Et tiens, une autre archive de 1978 cette fois, une autre avocate, écoutez. Est-ce que c'est toujours aussi difficile de porter plainte ? Moi, je crois que c'est toujours aussi dur, surtout si la conception du viol par les autorités judiciaires ne change pas. Pour une raison très simple, c'est que l'article 332, c'est l'article qui punit le viol. Depuis toujours, il a été interprété dans ce sens qu'on présume le consentement de la victime et que c'est à elle de prouver qu'elle n'a pas été consentante. Alors ça, elle doit le prouver tout d'abord en montrant que toute sa vie passée a été parfaite et qu'il n'y a eu aucune faille dans sa vie antérieure. Est-ce qu'on fait face encore aux mêmes problématiques aujourd'hui en cour d'assises, Carole Arnaud-Le Goff ? J'aimerais vous dire que non. Mais hélas, je ne peux pas répondre de façon aussi évidente que non, les problématiques ont changé. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans les cours d'assises, la pratique veut que l'on s'interroge, que l'on scrute finalement, et pardonnez-moi l'expression, mais qu'on mette à nu une seconde fois cette victime pour effectivement analyser son comportement. La question de la preuve en matière de viol est une réelle difficulté. Donc, même si l'article 222-23 demande à ce qu'on examine seulement le comportement de l'agresseur. A-t-il été contraignant, violent, menaçant ou a-t-il usé de stratagèmes ? Eh bien, pourtant, dans la pratique, on se rend compte que dans les cours d'assises, on observe énormément la victime, son comportement, ses habitudes, ses rituels. Et on le voit avec le procès Pellicot. Alors, bien sûr, il faut s'éloigner de stéréotypes et
on a quand même progressé là-dessus. Mais maintenant, il y a des fois où il faut bien le dire, ça reste encore le procès de la victime, hélas. J'entends la nécessité de demander une expression claire du consentement avant tout acte sexuel, mais en cas de procès, comment le juge, comment les magistrats pourront-ils vérifier véritablement la présence ou l'absence du consentement? Est-ce qu'on ne se trouve pas très souvent dans une problématique de parole contre parole? Alors oui, comme je le disais à l'instant, la preuve est difficile. Et oui, c'est souvent parole contre parole. Alors, il faut se mettre encore dans la situation de l'autorité de poursuite, le procureur de la République. Alors, lui, il y a deux choses. Soit effectivement, parce qu'encore une fois, ajouter le consentement, ce ne serait pas une révolution, c'est une évolution qui vise à ajouter quelque chose à ce qui existe déjà, que l'on conserverait. Donc, de deux choses l'une. Soit effectivement, il y a contrainte, menace, violence ou surprise, et dans ce cas, le parquet agira de la même façon qu'il le fait aujourd'hui. En revanche, s'il n'y a pas de contrainte, de menace, de violence ou de surprise, autrement dit, si l'on est face à une situation où on a eu une victime, je dirais, dans une inertie, ce que certains aujourd'hui appellent une poupée de chiffon, eh bien, en pareil cas, le procureur de la République pourra éventuellement montrer que la victime était sous l'emprise de stupéfiants, que la victime était alcoolisée, que la victime était paralysée. Voilà, plein de situations objectives qui montrent qu'elle n'a de toute façon pas pu consentir de façon éclairée. Ce qui permet de pouvoir entrer en réponse pénale, en condamnation, alors même qu'il n'y a pas de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Encore une fois, cela laisse quand même penser qu'on aura plus de réponses pénales. J'entends tous vos arguments pour l'inscription de la notion de consentement dans la loi en matière de viol. J'imagine qu'il y a aussi des arguments contre. Lesquels ? Oui, il y a des arguments contre, et ce sont des arguments à prendre très au sérieux, puisque certains viennent des avocats. Donc évidemment, on les entend avec beaucoup de respect et beaucoup de curiosité quand ils... Attention. Alors, les avocats craignent, et on peut comprendre, c'est légitime de leur part, ils craignent que l'inscription du consentement dans la loi soit une atteinte à ce grand principe qui est essentiel, qui est la présomption d'innocence. Ils craignent que la présence du consentement dans la définition du viol, au contraire d'une présomption d'innocence, crée une présomption de culpabilité qui pèserait sur l'agresseur et qui donc supposerait, de sa part, de rapporter la preuve que la victime, en réalité, était consentante. Et ça, bien sûr, ils y voient, et si c'était le cas, c'est vrai, on peut le dire ainsi, ce serait une atteinte au droit de la défense. Bien. Le deuxième argument contraire est un argument qui, précisément, fait craindre que les procès pour viol, maintenant, s'affichent à tout va, et systématiquement, comme des procès de la victime. Des procès des victimes qui, en fait, devront... elle-même prouver qu'elle n'était pas consentante. Et cela entraînerait ce qu'on appelle en droit une sorte de renversement de la charge de la preuve sur quelqu'un qui, normalement, dans le procès pénal, n'a pas une autre vocation que de montrer qu'elle a subi un dommage corporel, un dommage psychologique et d'obtenir réparation, en l'occurrence une victime. Et puis le troisième argument, c'est un argument qui est moins procédural et plus de fond, plus substantiel, consiste à dire que la notion de consentement entraînerait un brouillage conceptuel. Parce que le consentement, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui vient du fort intérieur, qui n'est pas toujours extériorisé clairement, et donc qui imposerait aux magistrats de sonder les reins et les cœurs pour savoir si effectivement telle ou telle personne a consenti ou n'a pas consenti. Alors, voilà les trois arguments qui essentiellement sont invoqués pour aller à l'encontre de cette solution d'inscription du consentement dans la loi. Par curiosité, comment ça se passe dans les autres pays, peut-être chez nos voisins? Est-ce qu'ils ont avancé sur ce sujet? Alors oui, il y a pas mal de pays voisins qui effectivement ont inscrit le consentement dans la loi. Alors moi, il y a en l'occurrence un pays qui m'intéresse, c'est la Belgique. La Belgique a effectivement opté pour un système qui consiste d'une part à dire qu'un viol est un rapport sexuel non consenti.
Et d'ajouter ensuite qu'il n'y a pas consentement précisément lorsqu'il y a notamment une contrainte, une violence, une menace, une surprise ou une ruse, ainsi que lorsque la victime présente une déficience mentale ou physique qui l'empêcherait de consentir. Donc c'est un système intéressant parce qu'il cumule effectivement ce que nous connaissons aujourd'hui en France et en ajoutant ce que nous pourrions faire nous aussi, cette définition du viol qui vise à dire que le viol c'est un acte sexuel non consenti. Et puis il y a quelque chose qu'il faut quand même dire, un autre intérêt à ajouter le consentement, outre le fait qu'il y aurait peut-être, et je l'espère, plus de réponses pénales, c'est de dire que la loi pénale, elle a aussi une vocation pédagogique. Disons les choses clairement, un viol est un rapport sexuel non consenti. Pourquoi ce sera utile ? Parce que ça sera très éducatif pour les jeunes que de leur expliquer qu'effectivement, demander le consentement, c'est la moindre des choses avant d'avoir un rapport sexuel. Et puis, surtout, la loi pénale, quand elle est bien rédigée, elle a une fonction préventive. C'est ce qu'on appelle la peur du gendarme. Et aujourd'hui, le texte tel qu'il est rédigé, à mon sens, n'est pas aussi intelligible qu'il pourrait l'être. Donc, si on résume, Carole Ardouin-Le Goff, inscrire le consentement dans la loi permettrait, je le comprends, de rendre la loi plus intelligible. Voilà, de rendre la loi plus intelligible. Cela permettrait également de couvrir par une condamnation pénale les situations où nous avons des victimes qui sont inertes et sans réaction et pour lesquelles il n'y a pas eu de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Ça permettrait également d'apporter plus de réponses pénales et donc davantage de condamnations. En tout cas, ça ne peut pas quelque part être pire qu'à l'heure actuelle parce que, comme vous le disiez, 1% seulement des plaintes qui mènent à condamnation, le chiffre révèle qu'il y a un problème. Ce serait une définition de bon sens du viol, finalement. Ce serait une définition de bon sens. Pour autant, on l'a entendu, certains ont aussi des arguments contre l'inscription de ce consentement dans la loi. Des avocats qui craignent une atteinte à la présomption d'innocence et au droit de la défense, vous nous l'avez dit. Et puis, c'est important aussi, certaines associations craignent que les procès de viol se transforment en procès de la victime. C'est un argument qu'il faut entendre. Et puis, bien sûr, reste aussi à définir comment s'exprimera le consentement. Merci infiniment, Carole Ardouin-Le Goff. Merci à vous. Pour ces éclairages précieux. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'université Panthéon-Assas et directrice des études de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Faut-il inscrire le consentement dans la loi en matière de viol ? On a maintenant les cartes. Vous avez les cartes en main, j'espère, pour vous faire votre propre avis sur la question. J'en profite très rapidement pour remercier le Paris Podcast Festival pour son invitation, pour remercier également le public pour sa présence lors de cet enregistrement. Merci de nous avoir écoutés. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.